Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Skills for Your Future. Aujourd'hui, je continue la suite des webinaires intitulés les normes internationaux et avec une nouvelle vidéo, une deuxième partie de la norme ISO 14001 version 2015. Alors, quelles sont les nouveautés de la nouvelle version écologique? Quelles sont ses exigences et quelles sont ses lignes directrices? Je présente en premier lieu le plan de cette présentation. Donc premièrement, une introduction générale. En second lieu, le domaine d'application. D'une part, les références normatives. Ensuite, quelques termes et définitions de la nouvelle version. De surcroît, le contexte de l'organisme. Bref, les 4 premiers chapitres sont des chapitres introductifs. En outre, j'entame directement les chapitres qui forment le cœur de la norme. Bien évidemment, le chapitre 5 qui concerne le leadership. Chapitre 6, planification. Chapitre 7, intitulé support. Chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. Le chapitre 9, évaluation des performances. Chapitre 10, qui constitue le dernier chapitre, concerne l'amélioration, ou en d'autres termes, l'amélioration continue. D'abord, rappel, définition de l'ISO. Qu'est-ce que l'ISO? Donc, l'Organisation internationale de normalisation. Donc, il s'agit d'une organisation internationale non gouvernementale indépendante dont les 167 membres sont les organismes nationaux de normalisation. Alors, je commence. Avant d'entamer donc le plan PDCA, je commence par une introduction générale. D'abord, le développement durable. Donc, je préfère définir une petite définition du développement durable. Donc, le développement durable comme étant un développement qui permet ou bien qui cherche à concilier entre les 3 piliers, à savoir l'économie, le social et l'environnement. Donc, quand on parle de développement durable, on parle d'un développement qui cherche à satisfaire les besoins de la présente génération sans compromettre la capacité de la génération montante ou bien future à répondre aux leurs. Parmi les nouveautés de la nouvelle version, ce sont les attentes sociétales. Donc, qui dit attente sociétale dit une utilisation rationnelle des ressources. On parle de l'efficacité, de l'efficience. Et une économie dite décarbonée. On parle d'une économie de changement climatique. Une gestion de la biodiversité, gestion et recyclage des déchets, etc. Donc, cela conduit les organismes à adopter une approche systémique du management environnemental, ceci par la mise en œuvre des systèmes de management environnemental dans le but de contribuer au pilier environnemental du développement durable. Donc, en partant du principe du SME, donc quand on parle du SME, on parle du système de management environnemental, le but de la présente norme internationale est de fournir un cadre aux organismes afin de protéger l'environnement et de répondre à l'évolution des conditions environnementales. D'ailleurs, il existe une pluralité de finalités de la norme ISO 14001. Premièrement, donc, protéger l'environnement par l'élimination ou bien l'atténuation des impacts environnementaux. Ensuite, limiter l'effet négatif potentiel des conditions environnementales sur l'organisme. Troisièmement, aider les organismes à respecter les obligations de conformité. Quatrièmement, renforcer la performance environnementale. Ensuite, maîtriser ou bien influencer la manière dont les produits et services de l'organisme sont conçus, fabriqués, distribués, consommés et éliminés en adoptant une perspective de cycle de vie afin d'éviter que des impacts environnementaux ne se reportent involontairement dans d'autres phases de cycle de vie. Bien évidemment, réaliser des bénéfices financiers et opérationnels pouvant résulter de la mise en œuvre d'alternatives respectueuses de l'environnement qui renforcent la position de l'organisme sur le marché. Et enfin, communiquer des informations environnementales aux parties intéressées pertinentes. Donc, nous commençons par les premiers chapitres introductifs. Donc, il est impératif d'évoquer ou de jeter un clin d'œil sur le modèle PDCA. Donc, qui dit modèle PDCA dit la planification, la réalisation, la vérification et la mise en place des actions correctives ou préventives. Donc, P pour planifier, D pour réaliser, C pour check, c'est-à-dire vérifier, et A pour agir et mettre en pratique les actions nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et anomalies. Donc, le PDCA ou bien la roue de timing est un processus itératif
utilisé par les organismes pour assurer une amélioration continue. Il peut être donc appliqué à un système de management environnemental. Et à chacun de ces éléments individuels, il peut être brièvement décrit comme suit. Donc planifier quoi? C'est-à-dire établir les objectifs, planifier les objectifs environnementaux et les processus nécessaires à l'obtention de résultats en accord ou bien en conformité avec la politique environnementale de l'organisme. Ensuite, réaliser, c'est-à-dire mettre en œuvre les processus planifiés. Troisièmement, vérifier, check, c'est-à-dire surveiller et mesurer les processus par rapport à la politique environnementale, y compris les engagements, les objectifs environnementaux et les critères opérationnels, et rendre en compte des résultats. Enfin, donc agir, donc c'est-à-dire mener, mettre en place des actions en vue d'une amélioration continue. Je passe maintenant directement au chapitre suivant. Alors, je passe donc au premier chapitre, c'est le domaine d'application, ou bien le champ d'application. Alors, la présente norme internationale spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa performance environnementale. Donc, elle est destinée à être utilisée par les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités environnementales d'une manière systématique qui contribue au pilier écologique du développement durable. Bien évidemment, elle permet d'aider un organisme à obtenir les résultats escomptés de son système de management environnemental, lesquels constituent une valeur ajoutée pour l'environnement, pour l'organisme lui-même et pour les parties intéressées. Et toujours donc en cohérence avec la politique environnementale de l'organisme et les résultats escomptés d'un système de management environnemental, inclut dans un premier lieu l'amélioration de la performance environnementale, le respect des obligations de conformité et la réalisation des objectifs environnementaux. Donc la nouvelle version elle est applicable aux organismes de toute taille, de tout type et de toute nature et s'applique aux aspects environnementaux de ses activités, produits et services que l'organisme détermine et qu'il a les moyens soit de maîtriser, soit d'influencer en prenant en considération une perspective du cycle de vie. En outre, la présente norme n'établit pas de critères spécifiques de performance environnementale bien évidemment, mais en fait elle peut être utilisée en totalité ou en partie pour améliorer de façon systématique le management environnemental. Les déclarations de conformité à la présente norme ne sont cependant pas acceptables à moins que toutes ces exigences soient intégrées dans le système de management environnemental d'un organisme et soient satisfaites sans exclusion. Je passe maintenant au chapitre 2, les références normatives. Donc, bref, il n'existe aucune référence normative dans la version environnementale. Donc, le troisième chapitre, il contient la terminologie, les termes et définitions. Les termes et définitions, c'est-à-dire des mots-clés de la présente norme. Donc, je commence par les termes relatifs à l'organisme et au leadership. Donc, un système de management, qu'est-ce qu'un système de management? Donc, premier mot-clé, un système de management. Donc, qu'est-ce qu'un système de management? Il s'agit d'un ensemble d'éléments corrélés ou une interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques, des objectifs et des processus de façon à atteindre les dits objectifs. Ensuite, j'explique le mot système de management environnemental. Donc, après la définition du système de management, je passe directement pour définir le système, le SME, le système de management environnemental. Qu'est-ce qu'un système de management environnemental? C'est une composante du système de management, mais utilisée pour gérer les aspects environnementaux, c'est-à-dire satisfaire les obligations de conformité et traiter les risques et les opportunités. Je passe maintenant au troisième mot-clé, celui de la politique, ou bien celle de la politique environnementale. Qu'est-ce que la politique environnementale? Donc, elle matérialise l'ensemble des intentions et orientations d'un organisme en matière de performance environnementale. Je passe à la définition de la direction, un autre concept important. Donc, la direction concerne une personne ou groupe de personnes qui orientent et dirigent un organisme en plus haut niveau. Donc, la direction a le pouvoir donc, de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de l'organisme. Dernier terme utile, celui de la partie intéressée. Qu'est-ce qu'une partie intéressée? C'est une personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité. Exemple, donc
Exemple de parties intéressées ou bien parties prenantes, ce sont les clients, collectivités locales, collectivités territoriales, ce sont les régulateurs, les organismes, les ONG, c'est-à-dire les organismes non gouvernementaux, les investisseurs et bien évidemment les employés. Je passe maintenant à la définition des termes qui sont relatifs à la planification au chapitre 6. On dispose donc de 9 termes clés. Nous pouvons citer en premier lieu l'environnement. Deuxième mot-clé, l'aspect environnemental. 3, les aspects environnementaux, en pluriel. 4, l'impact environnemental. 5, l'objectif. 6, l'objectif environnemental. 7, les exigences. 6, les exigences. 7, les obligations de conformité. Et 8, le risque. Et 9, risque et opportunité. Donc, je commence par la définition de l'environnement. Donc, comment peut-on définir l'environnement? Donc, la définition scientifique de l'environnement, c'est l'interaction entre l'homme et la nature. Pour ce qui est de l'aspect environnemental, c'est l'ensemble des éléments ou bien des activités produits au service d'un organisme qui interagissent ou susceptibles d'interaction avec son environnement. Donc, un aspect environnemental peut causer un ou plusieurs impacts environnementaux. Et un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un ou plusieurs impacts environnementaux significatifs. Les aspects environnementaux, donc significatifs, sont déterminés par l'organisme en utilisant un ou plusieurs critères. Alors, qu'est-ce qu'un impact environnemental? Donc l'impact environnemental, c'est la modification de l'environnement, négative, que ce soit négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme. Alors, 5, un terme clé, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'un objectif? C'est un indicateur chiffré, c'est le résultat à atteindre de la norme. 6, objectif environnemental, c'est un objectif qui est fixé par l'organisme en cohérence avec sa politique environnementale. Par exemple, je cite par exemple la prévention de la pollution, utilisation des processus pratiques, techniques et matériaux, produits, services ou énergie pour éviter, réduire ou maîtriser séparément ou par combinaison la création, l'émission ou le rejet de tout type de polluants ou déchets afin de réduire les impacts environnementaux. 6, les exigences, ou bien 7, les exigences, donc ce sont les besoins ou attentes formulées, généralement implicites ou obligatoires. Je passe maintenant à la définition du terme obligation de conformité. Qu'est-ce qu'une obligation de conformité? Ce sont des exigences légales auxquelles un organisme doit se conformer et autres exigences auxquelles un organisme doit ou choisit de se conformer. 8e terme clé, c'est le risque. Qu'est-ce qu'un risque? C'est la crainte qu'un scénario défavorable se réalise. C'est l'effet d'incertitude. On parle d'un environnement incertain. 9, risque et opportunité. Donc, ce sont des effets négatifs potentiels. C'est-à-dire les menaces et les opportunités. Et les effets bénéfiques potentiels. Alors, les termes maintenant relatifs au support, au chapitre 7 et au chapitre 8, relatifs au chapitre support et au chapitre concernant la réalisation des activités opérationnelles. Donc, je commence par la compétence. Qu'est-ce qu'une compétence? C'est une aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés. Ensuite, qu'est-ce qu'une information documentée? C'est parmi les nouveautés de la nouvelle version. L'information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme ainsi que le support sur lequel elle figure. Le cycle de vie, c'est l'ensemble des phases consécutives et liées d'un système de produits ou de services, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale. Je définis maintenant le verbe externaliser. Ça veut dire quoi externaliser? C'est-à-dire passer un accord selon lequel un organisme externe assure une partie de la fonction ou met en œuvre une partie du processus d'un organisme. Un terme clé important de la norme, celui de processus. Qu'est-ce qu'un processus? C'est l'ensemble d'activités corrélées, enchaînées en interaction. C'est l'ensemble des flux en interaction qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Je passe maintenant aux termes relatifs au chapitre 9 et 10. Les chapitres de l'évaluation et l'amélioration des performances. Donc, premier terme clé, c'est l'audit. Qu'est-ce qu'un audit? C'est quoi l'audit? C'est un outil d'amélioration continue. Ce n'est pas un outil de sanction. C'est un outil d'amélioration continue. Ça veut dire quoi la conformité? La conformité, c'est la satisfaction d'une exigence
Le contraire, donc la non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence. Ensuite, qu'est-ce qu'une action corrective? Donc l'action corrective, c'est une action qui vise à éliminer la cause d'une non-conformité et à éviter qu'elle ne réapparaisse. Ça veut dire quoi l'amélioration continue? C'est tout un chapitre, mais une petite définition simple, c'est une activité récurrente menée pour améliorer les performances. L'efficacité, j'ai déjà expliqué ce terme dans la norme de SMQ, du système de management de qualité. Donc, qui dit efficacité dit l'atteinte des objectifs. Ensuite, l'indicateur. Ça veut dire quoi un indicateur? C'est une représentation mesurable de l'état ou du statut des opérations du management ou des conditions. La surveillance, c'est la détermination de l'état d'un système, d'un processus ou d'une activité. La mesure, ce sont ces processus visant à déterminer une valeur. La performance, c'est le résultat mesurable. Et la performance environnementale, c'est une performance liée au management des aspects environnementaux pour un système de management environnemental. Et alors les résultats peuvent être mesurés par rapport à la politique environnementale de l'organisme, aux objectifs environnementaux ou à d'autres critères en moyen d'indicateurs. Nous évoquons maintenant le chapitre 4, le contexte de l'organisme. En préambule, donc, l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Donc, ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme. Donc, ce chapitre est scindé en deux parties majeures. Donc, la première partie concerne la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Deuxième partie, détermination du domaine d'application du système de management environnemental. Je commence par la première partie. Donc l'organisme, c'est-à-dire la première partie, c'est-à-dire la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. L'organisme, dans cette partie, doit déterminer les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management environnemental. Ensuite, les besoins et attentes pertinentes, c'est-à-dire les exigences de ces parties intéressées. Et les besoins et attentes deviennent bien évidemment des obligations de conformité. Deuxième partie qui contient la détermination du domaine d'application du système de management du SME, environnemental bien évidemment. L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management environnemental afin d'établir son domaine d'application. En outre, lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en considération les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence, les obligations de conformité auxquelles il est fait référence, ses unités organisationnelles, les fonctions et les limites physiques, ses activités, produits et services, son autorité et sa capacité de maîtrise et d'influence. Une fois le domaine d'application défini, l'ensemble des activités, produits et services de l'organisme compris dans ce domaine d'application doit être inclus dans le système de management environnemental. Le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées. Donc, pour ce qui est du système de management environnemental et afin d'obtenir les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu, c'est-à-dire la logique PDCA, un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leur interaction en accord avec les exigences de la présente norme internationale. L'organisme doit prendre en considération les connaissances acquises bien évidemment au chapitre 4 lors de l'établissement et de la tenue à jour du système de management, de son système de management environnemental. Je passe au chapitre 5 en partant de la définition de la direction déjà annoncée au chapitre 3. Donc, la direction doit démontrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management environnemental en assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management environnemental. Ensuite, assurer que la politique et les objectifs sont bien établis pour le système de management environnemental et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisme. Bien évidemment, les exigences liées au système de management environnemental sont intégrées au processus métier de l'organisme. De plus, les ressources requises pour le système de management environnemental sont disponibles. Par ailleurs, communiquer l'importance de disposer d'un SME efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système.
Et enfin, veiller à ce que le système de management environnemental atteigne les résultats attendus et promouvoir l'amélioration continue. Pour ce qui est de la politique environnementale, la direction doit établir, c'est-à-dire planifier, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui, dans le domaine d'application défini de son système de management environnemental, est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme, y compris la nature, la dimension et les impacts environnementaux de ses activités, produits et services. Fournir un cadre pour l'établissement des objectifs environnementaux inclut un engagement en matière de protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution et d'autres engagements spécifiques pertinents pour le contexte de l'organisme. Pour ce qui est des rôles et responsabilités autorités au sein de l'organisme, la direction doit aussi s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme. La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour s'assurer que son système de management environnemental est conforme aux exigences de la présente norme internationale. Rendre compte de la performance de son système de management environnemental, y compris la performance environnementale à la direction. Dans le cadre, je passe maintenant au chapitre 6 qui concerne la planification. C'est-à-dire les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Donc, dans le cadre de la planification de son système de management environnemental, l'organisme doit prendre en considération les enjeux, c'est-à-dire internes et externes, les exigences, le domaine d'application de son système de management environnemental et déterminer les risques et opportunités liés à ces aspects environnementaux, ses obligations de conformité et ses autres enjeux et exigences. Donc, il est nécessaire de prendre en compte pour donner l'assurance que le système de management environnemental peut atteindre les résultats escomptés, prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris la possibilité que des conditions environnementales externes affectent l'organisme, s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Dans le domaine d'application du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte, les processus nécessaires dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu. De même pour les aspects environnementaux, dans le domaine d'application ou bien dans le champ d'application défini du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'elle a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie. Et lors de la détermination de ces aspects environnementaux, l'organisme doit prendre en compte tout changement, y compris les évolutions nouvelles ou planifiées, les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles. Par ailleurs, l'organisme doit déterminer quels aspects ont ou peuvent avoir un impact environnemental significatif, c'est-à-dire les aspects environnementaux significatifs en moyen de critères établis. L'organisme doit communiquer ces aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme de façon appropriée. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ces aspects environnementaux, ces impacts environnementaux, ces critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatifs et aussi ces aspects environnementaux significatifs. D'ailleurs, l'organisme planifie la façon dont ces objectifs environnementaux seront atteints et doit déterminer ce qui sera fait, les ressources qui seront nécessaires, qui sera responsable, les échéances, la façon dont les résultats seront évalués, y compris les indicateurs pour surveiller l'avancement de la réalisation de ces objectifs environnementaux mesurables. Alors, l'organisme aussi doit prendre en considération la manière dont les actions destinées à atteindre les objectifs environnementaux qui peuvent être intégrés dans les processus métiers de l'organisme. En dernier lieu, l'organisme doit établir des objectifs environnementaux en fonction et niveaux concernés, en prenant en compte les aspects environnementaux significatifs de l'organisme et les obligations de conformité associées, et en prenant en considération ces risques et opportunités. Alors, les objectifs environnementaux doivent être en cohérence avec la politique environnementale, être mesurables, donc comme vous savez l'objectif doit être SMART, être mesurable, réalisable, surveillé, communiqué, mis à jour en tant que de besoin. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux. Nous allons maintenant aborder le chapitre suivant, c'est le chapitre de support.
Donc, on parle de premier lieu, j'explique les processus. Qui dit processus dit les ressources, dit les compétences, dit la sensibilisation, dit la communication. Et lorsqu'on parle de la communication, on parle de deux types, une communication interne et une communication externe. Lorsqu'on parle aussi du processus, on parle de l'information documentée. Et je commence dans un premier lieu, je commence donc par la définition des ressources. Donc les ressources, quelle est la responsabilité de la direction ou bien de l'organisme? Donc l'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management environnemental. Ensuite, les compétences. L'organisme doit déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant sous son contrôle un travail qui a une incidence sur les performances environnementales et sur sa capacité de satisfaire à ses obligations de conformité. S'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriée. Déterminer les besoins de formation liés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental. Le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions. Un autre terme clé, celui de la sensibilisation. Donc l'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous son contrôle sont sensibilisées à la politique environnementale, aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts environnementaux réels ou potentiels correspondant associés à leur travail, à l'importance de leur contribution à l'efficacité de son système de management environnemental, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances environnementales. La communication, donc un autre concept très important. Donc il existe deux types de communication. Une communication interne et une communication externe. Alors quelle est la différence? Pour le premier type, la communication interne, l'organisme doit communiquer en interne les informations pertinentes relatives à son système de management environnemental aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, en particulier les changements apportés au système de management environnemental de façon appropriée. S'assurer que son ou ses processus de communication permettent aux personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme de contribuer à l'amélioration continue. Deuxième type, c'est la communication externe. Donc l'organisme doit communiquer en externe les informations pertinentes relatives au système de management environnemental, comme établi par le ou les processus de communication de l'organisme et requis par ses obligations de conformité. Je passe maintenant à la définition de l'information documentée. Donc les informations documentées dans ce processus de support sont exigées par le SME et par la présente norme internationale et doivent être maîtrisées pour assurer qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation quand et là où elles sont nécessaires, qu'elles sont convenablement protégées, par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité. Et pour maîtriser ces informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes quand elles sont applicables: distribution, accès, récupération, utilisation, stockage et protection, y compris la préservation de la lisibilité, la maîtrise des modifications, par exemple le contrôle des versions, conservation et élimination. Donc les informations documentées, dernier point, d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement au système de management environnemental doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées. Donc je passe au chapitre 8. La réalisation des activités opérationnelles. Donc, j'explique en premier lieu la planification et maîtrise opérationnelle. Donc, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, maîtriser et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental, réaliser les actions identifiées en établissant des critères opérationnels pour le ou les processus, mettant en œuvre la maîtrise du ou des processus conformément aux critères opérationnels. Parallèlement, l'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif. Il doit s'assurer que les processus externalisés soient maîtrisés ou influencés. Le type et le degré de maîtrise ou d'influence à appliquer au processus doivent être définis au sein de SME en cohérence avec la perspective du cycle de vie. Donc l'organisme doit établir les moyens de maîtrise de façon appropriée pour s'assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte dans le processus de conception et de développement du produit ou service, en prenant en considération chaque phase de son cycle de vie.
déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l'acquisition des produits et services de façon appropriée, communiquer son ou ses exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes, y compris les sous-traitants, prendre en considération la nécessité de fournir des informations sur les impacts environnementaux significatifs potentiels liés au transport ou à la livraison, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination finale de ces produits et services. Et finalement, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu. En second lieu, préparation et réponse aux situations d'urgence. Donc, l'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d'urgence potentielles identifiées. L'organisme doit préparer sa réponse en planifiant des actions pour prévenir ou atténuer les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d'urgence, répondre aux situations d'urgence réelles, entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d'urgence appropriées à l'ampleur de l'urgence et à l'impact environnemental potentiel, soumettre périodiquement à essai les actions de réponse planifiées lorsque cela est réalisable, revoir et réviser périodiquement le ou les processus ainsi que les actions de réponse planifiées, notamment après la survenue des situations d'urgence ou la réalisation d'essais, fournir des informations et des formations pertinentes relatives à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence de façon convenable aux parties intéressées pertinentes. Alors, l'organisme, bien évidemment, doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu. Entamons directement le chapitre 9, celui de l'évaluation des performances, c'est-à-dire la surveillance, mesure, analyse et évaluation. Donc l'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental est conforme aux propres exigences de l'organisme concernant son SME et aux exigences de la présente norme internationale. Ensuite, elle doit établir, mettre en œuvre, maintenir des programmes d'audit interne couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ces audits internes. Lors de l'établissement du programme d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale de ces processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme, les résultats des audits précédents, ce qu'on appelle la revue de direction. L'organisme doit définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit, sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit, veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée, et elle doit conserver des informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit. En l'occurrence, la direction doit procéder à la revue du système de management environnemental mis en place par l'organisme afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace. Donc je passe à la définition de la revue de direction. Donc quand on parle de la revue de direction, elle doit prendre en considération, c'est une réunion tenue annuellement par les différents collaborateurs ou bien les différentes pilotes de l'entreprise en vue d'amélioration continue. Elle doit prendre en compte l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes, les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management environnemental, des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité, des aspects environnementaux significatifs, des risques et opportunités, le niveau de réalisation des objectifs environnementaux, les non-conformités et les actions correctives, les résultats de la surveillance et de la mesure, le respect des obligations de conformité, les résultats d'audit, l'adéquation des ressources, les communications, les opportunités d'amélioration continue, etc., etc. Dernier chapitre concerne l'amélioration. Donc, l'organisme, toujours, il doit déterminer ses opportunités d'amélioration en œuvre, les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de son système de management environnemental. D'ailleurs, lorsqu'une non-conformité se produit, l'organisme doit réagir à la non-conformité et, le cas échéant, agir pour la maîtriser et la corriger, faire face aux conséquences, y compris en atténuant les impacts environnementaux négatifs, évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité afin qu'elles ne se reproduisent pas ou n'apparaissent pas d'ailleurs.
En effectuant la revue de la non-conformité, rechercher et analyser les causes de la non-conformité, rechercher si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire, mettre en œuvre toutes les actions requises, examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre, modifier si nécessaire le système de management environnemental. Finalement, donc, les actions correctives doivent être appropriées à l'importance des conséquences des non-conformités rencontrées, incluant celles dues ou des impacts environnementaux. Donc toujours l'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation, l'efficacité de son système de management environnemental afin d'améliorer sa performance. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à bientôt.